Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Le droit et le travers. Lise Goutman. Radio J. Maître Nathanaël Meister, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler éducation, État, les parents, les enfants et l'école, l'éducation sexuelle, les enfants trans. Alors, où en est-on et comment l'État aujourd'hui éduque-t-il nos enfants et comment traite-t-il les parents aujourd'hui? Racontez-nous. Bonjour Lise. Récemment, mon attention a été attirée par une tribune parue dans le Figaro, signée du professeur associé en psychopathologie et pédopsychiatre Maurice Berger et de la porte-parole de l'association SOS Éducation Sophie Audugé. Éducation sexuelle, laissez nos enfants tranquilles. En regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que le professeur Maurice Berger était intervenu récemment devant le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Dans son intervention, il met en cause, de façon assez directe, ce qu'il a pu observer des formations pilotes à l'éducation sexuelle, pilotes ou des formations instituées d'ores et déjà au sein de l'éducation nationale, notamment dans le cycle des écoles primaires. Il relève des effets traumatisants sur les enfants de ces formations à l'éducation sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'elles interviennent par l'exposition de faits extrêmement crus et directs, pour ne pas dire parfois obscènes, mais d'une obscénité toujours déguisée dans un langage susceptible de parler aux enfants. On a l'habitude de ces artefacts de l'éducation nationale, ces zizi et zézettes, etc. Le liquide blanc, le machin, le truc. Tout est transformé comme ça dans un langage enfantin, mais les enfants perçoivent parfaitement que derrière, il y a l'exposition de scènes et d'idées, de faits parfaitement obscènes. Et donc, ils ont pu observer des réactions traumatiques chez les enfants. Et ça s'adresse plutôt aux écoles primaires ? Ça s'adresse jusqu'à présent aux écoles primaires. Ah oui. Notamment CM1, CM2. Et ils ont observé des cas où les enfants manifestent un dégoût profond pour le sexe, une gêne, une honte, refus de dormir avec son frère ou sa sœur, questions absolument étranges et divagantes aux parents, bref, des réactions typiquement traumatiques. Et donc, il est intervenu devant le Conseil supérieur des programmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement un programme de l'éducation nationale qui vise à instituer non plus des formations spécifiques de quelques heures dans l'année, non, des cours d'éducation sexuelle au même titre que les cours de mathématiques ou les cours de français, c'est-à-dire des programmes d'éducation sexuelle qui sont en train d'être élaborés et qui seront enseignés depuis le CP jusqu'à la fin du premier cycle des collèges. Oui. Et ce sont des cours consistants qui prendront peut-être 1 ou 2 heures par semaine, je ne sais pas. Donc ça va être une matière à part entière et sur laquelle les parents n'ont rien à dire. C'est-à-dire que les enfants vont être captés. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il n'y a pas moyen de s'y soustraire. Vous ne pouvez pas faire un mot des parents. Et d'ailleurs, on a remarqué 2 choses. L'association SOS Éducation remarque 2 choses dans l'exploration qu'ils ont fait des cas concrets qui leur sont remontés. C'est que d'abord, il y a déjà un aspect de contrainte sur ces cours, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui se cachent les yeux pendant le cours, ou qui demandent à sortir, et les maîtresses et les infirmières, puisque jusqu'à présent, c'était des infirmières scolaires qui étaient en charge de ces questions-là, les obligent à regarder, et les obligent à rester, les obligent à écouter. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effet de contrainte presque physique sur les enfants pour qu'ils dépassent les barrières que la pudeur oppose à ces monstrations, et ce qui est un indice déjà d'une action de l'État engagée dans une opération de type rééducation. C'est-à-dire on est là pour forcer des barrières et on est là pour obliger les enfants à supporter ça et à repousser les limites
les limites de l'impossible. Et dans l'ensemble, lorsque les parents se sont plaints auprès des proviseurs des effets délétères sur les enfants, les proviseurs ont toujours systématiquement relativisé en expliquant que c'était des surréactions et qu'il fallait pas s'énerver comme ça. On appelle ça la panique morale dans ces milieux-là. Oui. C'est-à-dire qu'on vous taxe de paniquer devant les progrès qui se déroulent sous vos yeux et dont vous êtes... Donc, en fait, on se rend compte d'une chose précise et qu'il faut bien nommer, c'est le fait que l'État se charge d'une éducation qui, normalement, relève de la famille. C'est-à-dire que l'introduction à la vie sexuelle est une introduction qui, pour les familles, est une introduction morale et qui, éventuellement, tient compte des limites morales de chaque famille en fonction de ses impératifs religieux, par exemple, des familles plus ou moins religieuses, ou de ses origines culturelles. Bien sûr. Toutes les familles n'ont pas le même type de rapport à la sexualité de l'enfant. Oui. En fonction de ses origines culturelles, religieuses, morales, de son statut social, de son milieu social également. C'est-à-dire que l'État, dans ce domaine, veut se superposer aux parents. Alors je crains que ce soit même plus une superposition, que ce soit un détournement pur et simple, c'est-à-dire qu'on explique aux parents que leur rôle moral dans l'éducation des enfants est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là pour véhiculer des valeurs spirituelles, c'est-à-dire une dette spécifique, parce qu'une valeur culturelle est toujours une dette. Vous n'imposez une contrainte que parce que vous estimez le devoir. Donc on dit aux familles, finalement, vous n'êtes plus en charge de véhiculer des valeurs spirituelles, puisque la sexualité est bien le domaine particulier dans lequel les valeurs spirituelles et morales s'exercent. Bien sûr. Bien plus que le reste. Eh bien, les familles n'en sont plus responsables. Il s'agit maintenant de l'État qui va, au nom de son idéologie, et d'une idéologie d'ailleurs, il faut bien le dire, mondiale, véhiculée de façon mondiale et par des instances internationales très puissantes, qui va se charger de ça en dégageant les familles précisément de cette charge. C'est du jamais vu dans l'histoire. Non, je c'est du ne jamais crois vu, pas justement. qu'on n'ait jamais vu ça, ni dans l'Antiquité, ni dans les périodes. C'est une nouveauté, une mutation mentale complète. Il s'agit de formater un nouveau citoyen complet qui aura complètement échappé aux valeurs véhiculées par sa famille. Et de fait, les parents n'ont plus rien à en dire. Plus rien à en dire. Ils sont là uniquement pour les nourrir. Ils vont être bientôt là uniquement pour les nourrir et les loger. Et c'est d'ailleurs pratiquement le cas. Quelque part, on déchoit la famille de ses droits. La famille est complètement déchue de ses voilà. droits. C'est pas quelque part, c'est tout à fait ça. La famille est déchue de ses droits. Mais alors, quelle évolution ça traduit, justement ? Évolution ou pas ? Ça traduit une évolution complète, c'est-à-dire une récusation de la famille comme lieu de transmission de quelque valeur que ce soit. C'est l'État qui s'en charge, et qui s'en charge au nom d'une idéologie progressiste. Et puis les médecins, les infirmières, les profs, ils sont là pour suivre, ils n'ont rien à dire, ils se plient à ce truc. Les parents doivent la fermer, sinon ce sont des affreux réacs, et puis de toute façon, ils n'ont rien à dire. On leur enlèvera leurs enfants. Oui, enfin, peut-être pas encore. Vous verrez qu'il y a des cas déjà dans certains... Ah, vous ne croyez pas que les associations qui sont derrière et qui sont très vigilantes, des associations activistes qui sont très vigilantes. Alors, activistes, justement, dans quel domaine ? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que l'éducation sexuelle dans lesquels cette voie est suivie ? Il y a d'autres secteurs. La circulaire Blanquer, qui date de 2021. Alors, rappelez-nous. Elle concerne les enfants trans. Oui. Elle concerne les enfants qui ont choisi, ou qui ont été poussés, parce qu'en général, ils n'ont rien choisi du tout, on les a poussés, à engager une réflexion autour de la théorie du genre et de leur positionnement, etc. Donc, on se souvient du livre de Céline Masson et de Caroline Eliachev sur ce thème qui avait fait beaucoup de remous parce qu'elle s'opposait à cela, justement. Oui, et on se souvient du documentaire tout à fait parlant et remarquable, d'ailleurs, qui s'appelle Petite fille. Oui. Mais à l'école, ça devient un phénomène épidémique. C'est un phénomène très prégnant. Et je crois qu'on dit maintenant que pratiquement dans toutes les classes, il y a au moins un enfant qui se revendique comme trans. Donc, on a des foyers épidémiques. C'est par famille, c'est par contagion, c'est par imitation. Il y a sur les réseaux sociaux des influenceurs très puissants et très écoutés sur ces questions-là. Il y a des associations militantes très puissantes et qui interviennent dans les écoles, parce que là encore, il n'y a pas les cours d'éducation sexuelle dont on parlait tout à l'heure. Évidemment,
sont des cours qui neutralisent complètement les orientations sexuelles, c'est-à-dire qu'être homosexuel ou être hétérosexuel, c'est la même chose. Il n'y a aucun jugement moral à porter sur tout ça et aucune restriction à avoir. Et puis, évidemment, ça englobe la question trans, c'est-à-dire qu'on encourage les enfants à s'interroger sur leur genre, on leur explique les rudiments de la théorie du genre très tôt, et puis on les encourage à ne pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi ? Pas avoir peur des camarades, pas avoir peur des profs, et puis surtout pas avoir peur des parents. Parce qu'en réalité, le dispositif, et c'est là qu'on rejoint la circulaire Blanquer, le dispositif pousse l'éducation nationale, le lieu scolaire, à devenir quasiment un lieu de refuge et de résistance face à l'environnement familial. C'est-à-dire que l'environnement familial est vécu comme intrusif vis-à-vis de l'enfant, est toujours susceptible... Et négatif en plus. Et voilà, est toujours susceptible de s'opposer à ses choix au nom de valeurs morales qui sont celles que j'évoquais tout à l'heure et qui ne sont plus considérées comme valables. C'est-à-dire que les raisons morales de la famille sont déchues, comme vous l'avez très justement dit. Et donc, l'école devient le lieu de refuge et on voit dans cette circulaire Blanquer une pression qui est mise sur les enseignants, qui peut être une pression parfois très difficile à supporter pour eux, qui est une pression de neutralité, d'accueil, de bienveillance vis-à-vis de ces interrogations et qui ne vise pas du tout à permettre une élaboration ou peu. Il n'y a pas de période qui est prévue pour un accompagnement psychologique ou pédopsychiatrique, etc., mais plutôt une position qui doit être d'accueil immédiat et de transformation de la revendication de l'enfant en des faits positifs réels, qui sont le changement de prénom, avec l'accueil d'un changement de prénom, de l'adoption d'un prénom d'usage, qui n'a pas besoin d'être connu des parents ni approuvé des parents, tant que l'enfant ne demande pas que ses carnets de notes et ses bulletins scolaires, etc., impriment ce changement de prénom. Oui. Donc vous pouvez découvrir un jour que votre enfant, depuis 6 mois, votre fille se fait appeler François alors qu'elle s'appelait Françoise, et que vous ne le saviez pas, parce que tant qu'elle n'a pas demandé à ce que ces bulletins de notes soient transformés, ils n'ont pas à vous en informer. Ou ils peuvent vous en informer, mais ils n'ont pas l'obligation. Autrement dit, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, les parents sont aussi déchus de leurs droits. Mais une fois de plus. Leur droit, une fois de plus, à s'occuper de leurs enfants. Ils sont à avoir une responsabilité. Voilà, ils sont récusés dans leur responsabilité morale vis-à-vis des enfants, voire même, c'est plus que récusés, ils sont quasiment considérés comme des ennemis potentiels. Mais alors, une sous-question, je ne sais pas si ça a été observé. Est-ce que ce sont des cours obligatoires également et un phénomène qui touche les écoles juives ? On est sur une radio juive. Écoutez, peut-être pas pour l'instant. Moi, mes souvenirs de l'école juive sont assez anciens non, mais maintenant. à l'heure actuelle... À l'époque, ça ne se posait pas. Non. Écoutez, je gage que nos responsables éducatifs dans la communauté, je gage qu'évidemment, ils opposeront toutes les formes de résistance possibles à ces phénomènes qui relèvent pour la religion de phénomènes aberrants. Bon, donc je ne doute pas qu'ils s'opposeront comme il convient, mais je ne sais pas comment ils pourront le faire. Parce que parce que s'ils sont sous contrat, voilà. Ils devront intégrer ces cours et ils vont se retrouver avec un casse-tête terrible à devoir gérer. Et je leur souhaite bon courage là-dessus. J'imagine qu'ils y réfléchissent et que les instances communautaires y réfléchissent. Il y a sûrement des façons de le traiter... ces sujets. De traiter ces sujets de façon correcte et en rappelant d'ailleurs quelles sont les règles de la halakha, de la loi juive sur ces questions-là. J'espère qu'ils le feront. Enfin, moi, je ne suis pas du tout responsable des enseignements religieux ou quoi que ce soit. Non, bien sûr. Mais on voit bien comment ça vient heurter dans tous les milieux, et aussi je pense, les écoles catholiques seront concernées, mais même les écoles d'ailleurs musulmanes, enfin même les milieux musulmans, parce que finalement on se rend compte que de nos jours, il y a 2 forces actives. Je parle de l'école publique, je ne parle pas des écoles confessionnelles juives qui sont des isolats, plutôt bien protégés de ces courants de pensée. Mais dans une école normale, dans un collège public, par exemple, les professeurs, mettons-nous à la place d'un professeur, c'est ça qui est frappant. Ils vont se retrouver face à 2 forces antagonistes en face d'eux. Ils vont avoir d'un côté la ligne qu'ils vont devoir franchir ou pas concernant les réactions qu'ils vont provoquer sur l'islam. Une élève a un foulard, ils vont aborder telle thématique en cours, ils vont se retrouver dans la Shoah, les Juifs, que sais-je, enfin l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Barthélemy, j'en sais pas. Ça peut se porter sur n'importe quoi. Toutes les formes. Ils vont se retrouver avec une insurrection des parents d'enfants musulmans qui vont venir, et ça peut aller, on l'a vu récemment, ça peut aller jusqu'à la menace, etc. Et de l'autre côté,
ils vont se retrouver assignés à un rôle où ils vont devoir encourager comme gardiens et vecteurs des transitions sociales progressistes dont ils ne partagent pas nécessairement les excès, les outrances, les obscénités, etc. Donc je leur souhaite bon courage. Oui. Mais c'est le. Je mais comprends finalement, que vous ayez envie d'évoquer ce mais sujet finalement, ce matin. C'est très compliqué. Mais finalement, Et c'est ce que nous vivons tous. Ben nous oui. sommes tous, la société est coincée entre ces deux écueils, qui est la menace réactionnaire religieuse d'un côté qui vient d'une religion particulière, qui est la religion qui a gardé son empreinte militante. C'est la seule des trois qui a gardé une empreinte militante globale, c'est l'islam, faut bien le dire. Ils sont encore décidés à faire valoir les droits de la religion. Et le progressisme envahissant, qui est un vrai totalitarisme. Parce que quand on force des enfants à mettre des préservatifs sur une bouteille et qu'on ne les laisse pas sortir de la classe, on en est là. On ne les laisse pas sortir de la classe parce qu'ils ont refusé, que ça les dégoûte et qu'ils veulent, mais qu'on les force à le faire, c'est une forme de totalitarisme. Donc on est finalement en tenaille entre deux totalitarismes. C'est pas une situation très simple. Très simple. Oui. Merci beaucoup, maître Nathanaël Meister, pour cette analyse et à très vite sur Radio J. Radio J. 14h, 15h.